Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Coin Recherche, où le but de cette première saison est de vous parler de la retrouvabilité de Jordan, de certaines sous-catégories de modules sur des algèbres aimables, et donc un des autres termes qui est lié au carquois et représentation, un des autres termes majeurs de ce titre de saison, c'est catégorie. Et donc il y avait bien un moment ou un autre, un moment où il fallait que je vous introduise ce que sont les catégories. Alors ici, je tiens à le dire maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'accord? Je vais essentiellement vous donner les définitions de ce que sont des catégories, de ce que sont des foncteurs. Je vais vous parler de ça, ok? Pour la suite, vous verrez que ce genre de choses, on va en reparler notamment pour l'épisode suivant, parce que je vous avais dit qu'il y avait un lien entre les modules sur l'algèbre des chemins et les représentations que nous avons étudiées lors des derniers épisodes. Ok, mais on va pas forcément avoir besoin de la notion de catégorie dans ses fondements. D'accord, on va en avoir besoin un petit peu juste là pour vous donner des idées de ce qu'il y a derrière ce que je fais, d'accord. Mais, et puis pour vous faire aussi comprendre quels sont les types d'objets que j'utilise. Mais en tant que tel, je ne vais pas dans le fond du fond de ces notions. Et vous verrez très vite qu'on jouera essentiellement avec les représentations, des représentations qui sont données dans un ensemble, on va dire, et à partir de ces représentations, on fera des calculs. Vous verrez que vers je sais pas, d'ici 3 ou 4 épisodes, les notions de catégorie, on n'en aura pas vraiment besoin, ça sera juste, on va dire, un mot pour dire, ok, si je travaille une catégorie, je travaille en fait avec un ensemble de représentations, et avec cet ensemble de représentations, je fais des calculs. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, je vous introduis ce que sont les catégories. Alors c'est quoi une catégorie? Donc c'est parti, petite définition. Une catégorie, en fait, c'est la donnée de deux choses, des objets et des morphismes. D'accord? Donc une catégorie C. Et vous en avez vu plein, en fait, des catégories durant votre cursus en prépa. D'accord? Un petit peu moins si je demandais en dessous de la prépa. Mais pour ceux qui sont en prépa, actuellement, vous en avez vu, en fait, des catégories. Mais on ne vous a jamais dit qu'il s'agissait de catégories. Alors si je vous dis, si je prends juste l'ensemble des ensembles, voilà, et que je donne des applications, des fonctions entre eux, et ça c'est une catégorie. Ok? Donc on parle jamais vraiment de catégorie, on va juste vous introduire chacun des objets en fait, mais dans le fond, on peut voir chacun des objets comme en fait un monde. Et un monde séparé pour chaque chose, et ces mondes séparés, ça peut être vu comme des catégories. Ok? Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée, et je vais donner des exemples de toute façon à la suite de cette définition. Donc une catégorie C est la donnée de deux points. Un ensemble d'objets qu'on notera obc et un ensemble de morphismes ou d'applications ou de fonctions si vous voulez. Donc un ensemble de morphismes qu'on notera mor c, mort comme morphisme, okay, et qui doit vérifier les choses suivantes. Alors oui, c'est vrai, pour ceux qui ont déjà vu cette notion de catégorie, qui regardent cette vidéo, je le dis tout de suite, comme je suis en train de présenter les choses dans le cadre, en essayant de me restreindre à un cadre pour des étudiants de prépa, je me permets quelques abus, comme dire ces notions d'objets, dire que j'ai affaire à des ensembles. Il est vrai que quand je travaille une catégorie, c'est pas forcément un ensemble, d'accord? Les choses que je travaille ne forment pas forcément des ensembles. C'est toute une idée autour des axiomes d'ensemble, pour vous donner et des paradoxes, pour donner une idée pour ceux qui sont en prépa, parce que bon là je suis en train de dire quelque chose pour ceux qui en savent peut-être davantage. Je vous conseille pas forcément de suivre cette vidéo pour ceux qui en savent déjà davantage, mais bon c'est pas grave.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un paradoxe, le paradoxe du barbier, par exemple, qui met en évidence que travailler avec des ensembles, c'est pas forcément la meilleure chose, notamment quand on veut généraliser des notions. Donc le paradoxe du barbier, c'est en fait, vous avez un barbier qui va raser tous ceux qui ne peuvent pas se raser eux-mêmes. Et la question, c'est qui rase le barbier? Voilà, alors le barbier, s'il se rase pas, enfin c'est pas qu'il sait pas se raser eux-mêmes, c'est plutôt le barbier rase tous ceux qui ne savent pas se raser, on peut dire ça comme ça. Si le barbier se rase lui-même, et c'est ça le problème, si le barbier se rase lui-même, ça veut dire qu'il sait se raser, et dans ce cas-là, il ne devrait pas se raser. C'est ça la contradiction. Et puis inversement, s'il ne se rasait pas, ça voudrait dire qu'il ne sait pas se raser, et donc ça voudrait dire qu'il faudrait que quelqu'un le rase, donc le barbier devrait le raser. Donc lui-même, il doit se raser lui-même. Donc c'est ça le paradoxe des ensembles, là. Et donc c'est pour ça que en fait, la notion de catégorie peut s'étendre sans forcément parler d'ensemble. D'accord? Mais bon. Ici, pour faire vraiment simple, parce que mon but c'est essentiellement de faire une introduction à ça, je vais parler d'ensemble, d'accord? Même si, voilà, en soi, on pourrait généraliser ces choses-là. Mais je le dis maintenant, parce que sinon, bon, c'est pour ceux qui suivent ça et qui connaissent déjà ça, voilà. Mais là, ici, je parle à un public qui n'en a jamais vu, et mon but, c'est de ne pas rentrer dans les détails, je veux juste survoler, ok? Bon. Bref, donc une catégorie, c'est ça, c'est un ensemble à 1, et il faut qu'il y ait quelques propriétés qui soient vérifiées. Alors, les propriétés qui doivent être vérifiées sont les suivantes. Il faut que, pour chaque objet, donc, premier point, il faut que pour tout objet A de la catégorie, eh bien, l'identité existe. Ok? Et donc l'identité de A vers A existe. Et un autre truc important, c'est la composition. Et la composition vérifie deux choses. La première, c'est que donc la composition des morphismes, donc sur morcé. Et la composition des morphismes vérifie les choses suivantes. Ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire l'associativité. Donc F rond, G rond, H. Et puis il faut, donc c'est l'associativité. Et il faut également que l'identité se comporte bien. Donc si je fais id B rond F, ça va faire la même chose que F, qui doit être la même chose que F rond id A. Donc voilà, pour tout A et B, objet de C. Et il faut aussi que F soit un morphisme de A vers B. Okay. D'ailleurs, pour simplifier, quand on a affaire à un morphisme de A vers B, on se permettra d'écrire, quand on veut travailler avec l'ensemble des morphismes qui vont de A vers B, on se permettra d'appeler homme sur la catégorie C de A vers B. Okay, donc homme comme homomorphisme, d'accord? Et ici ça désigne essentiellement les morphismes qui vont de A vers B. Okay. Donc voilà ce qu'est une catégorie, d'accord? De manière très simple. Et on peut faire des différents exemples, je peux vous donner différents exemples de ce que sont des catégories. Donc les catégories, je peux par exemple vous parler des ensembles. Donc on peut parler de la catégorie des ensembles. Donc la catégorie des ensembles, je peux prendre les objets comme étant juste les ensembles. Et je peux parler de morphisme comme étant juste des applications entre les ensembles. Ok, donc voilà un exemple de catégorie. Un autre exemple de catégorie, alors c'est en cela que je disais, les objets, les morphismes ne sont pas forcément des ensembles, parce que là on a affaire à des ensembles d'ensembles, on peut se poser des questions, et c'est là où le paradoxe de Barbier peut venir nous dire c'est peut-être pas une bonne chose de parler de ensemble, ok? Et c'est en cela que la notion de catégorie est apparue en fait. C'est en quelque part. C'est un peu une espèce de résolution à ce paradoxe qu'on a commencé à parler
c'est pas forcément à cause de ça, mais en tout cas, ça a été en partie un des soucis qui ont fait que on s'est dit ça serait bien d'avoir une notion un peu plus générale que ensemble. Et cette notion générale, c'est les catégories. Donc on a ça, après, donc on peut parler de la catégorie des espaces vectoriels. Et la catégorie des espaces vectoriels, les objets, ce sont des espaces vectoriels. Et puis les morphismes, et bien là, ça sera les applications linéaires. Donc je ne prends pas n'importe quelle application. Je peux choisir des applications vraiment qui respectent, et de toute façon c'est ce qu'on fera en général, on prend des morphismes, des applications qui respectent la structure des objets que nous sommes en train d'étudier. Donc les applications linéaires sont bien pour respecter la structure d'espace vectoriel. Okay. Un dernier exemple lié à tout ce qu'on a dit jusqu'ici, l'exemple des représentations. D'accord ? Donc les représentations d'un carquois, comme on a vu lors des derniers épisodes, si je prends les objets comme étant les représentations de Q, et les morphismes comme étant les morphismes de représentation, ça aussi c'est une catégorie. Ok ? Donc voilà des exemples de catégories. Maintenant j'aimerais vous parler, donc quand on fait des catégories, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une fonction qui va d'une catégorie vers une autre catégorie. Et c'est ça ce qu'on va appeler un foncteur. D'accord ? Parce que les notions de fonction sont beaucoup plus fortes quand on travaille avec des catégories. Parce que là, définir une fonction entre deux catégories, ça veut dire qu'il faut définir une fonction qui va des objets de la première catégorie vers les objets de la deuxième catégorie, mais il faut également une application qui va des morphismes de la première catégorie vers les morphismes de la deuxième catégorie. D'accord ? Donc c'est quand même c'est quelque chose de très fort. Et donc un foncteur, ça va être justement ce genre d'objet. Donc je vais définir ce qu'est un foncteur. Hop. Donc il faut deux catégories pour ça, donc soit C et D, deux catégories. Et on dira que F, qui va de C vers D, est un foncteur. Alors là, je parlais de foncteur, je vais quand même donner un mot lié à la notion de foncteur. Ici, je vais parler de foncteur covariant. Je vous expliquerai je vous expliquerai ce que ça veut dire ce covariant à la suite de la définition. Okay ? Parce que covariant, après, on peut modifier par contre-invariant. Mais je vais d'abord donner la définition, puis vous comprendrez en quoi ce terme est important à noter. Donc alors, quand on a un foncteur, comme je l'ai expliqué, c'est qu'il faut une fonction qui va des objets de la première catégorie vers les objets de la deuxième catégorie, et il faut également une fonction qui va des morphismes de la première catégorie vers les morphismes de la deuxième catégorie. Et évidemment, il faut que les morphismes correspondent à ce qui se passait pour les objets. Ok ? Donc, et la donnée de... Donc là, en première instance, on a ce que je vais appeler f_ob, une fonction sur les objets. Donc c'est-à-dire, je vais des objets de C vers les objets de D. Et donc à x, j'associe grand F de x. Je me permets, pour simplifier, de noter grand F de x au lieu d'écrire grand f_ob de x. Okay, puisqu'on comprendra ici que je parle d'objets. D'accord ? Donc ça, c'est une fonction. Et puis on a également quelque chose pour les morphismes. Donc il va aller de morph de C vers morph de D. Et tel que, donc c'est aussi une fonction, et tel que, donc comme j'ai dit, il faut que ça s'adapte par rapport aux images des objets. D'accord ? Donc s'adapter par rapport aux images des objets, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends deux objets x, y,
et que je prends un morphisme entre ces deux objets, donc si je prends ce truc-là, un petit f, d'accord? Eh bien, f va être associé grand F de f. Encore une fois, je me permets de ne pas écrire f mort, mais écrire juste f. Donc grand F de f, et grand F de f, bah, ça va être un morphisme dans la catégorie D de fx, grand fx vers grand fy. Ok? Donc on a ça, et il faut que d'autres choses autres que juste déjà cette correspondance entre ce qui se passait pour les objets et ce qui se passe pour les morphismes, il faut également d'autres petites choses qui soient vérifiées. Il faut que l'identité soit conservée. Donc l'identité soit conservée donc telle que l'identité soit conservée, ça veut dire que pour tout x dans les objets de la première catégorie, eh bien f de l'identité de x, ben, ça va faire l'identité de fx. Ok? Donc l'identité est envoyée vers l'identité, pour faire simple. D'accord? Et la deuxième chose, c'est que ça doit respecter la composition. Donc c'est-à-dire que n'importe quel, si je prends f et g, deux morphismes de C, excusez-moi, je vais essayer de garder mes notations, deux morphismes de C, et bien f de f rond G, ben ça doit faire f de f rond f de G. Et voilà ce qu'est un foncteur covariant. Okay. Alors la différence, en quoi le mot covariant est important? Bah, c'est important à la fois ici et ici. D'accord? Donc covariant, c'est parce qu'on ne change pas le sens des flèches, des morphismes. D'accord? Là, le morphisme, il était de x vers y, il reste de x vers y en regardant les images, donc de fx vers fy. Et pareil pour la composition reste dans le même sens. On peut changer le mot covariant par contravariant. Si à la place de ce que j'ai souligné ici, on écrit ohm d de fy vers fx, c'est-à-dire qu'on change le sens du morphisme, et donc ici on change le sens de la composition. Grand F de f rond G deviendra grand F de G rond grand F de f. D'accord? Donc c'est en cela que covariant et contravariant est important. Okay? C'est essentiellement pour savoir est-ce qu'on change le sens du morphisme ou est-ce qu'on garde le même sens du morphisme. Ok? Donc c'est ça la notion de foncteur, donc et de foncteur covariant, contravariant. Bon, il y a des foncteurs assez triviaux, et moi je vais vous parler, donc je vais juste donner un exemple assez trivial, mais bon, on pourrait étudier plein d'autres exemples. Mais un exemple assez trivial, c'est, je pourrais considérer le foncteur qui va des groupes vers les ensembles. D'accord? Et ce foncteur, bah, c'est assez simple de comprendre ce que je fais. Pour les objets, un groupe, je lui associe bah, le même ensemble. D'accord? Et pour une application, donc un morphisme de groupe peut se voir comme une fonction d'un ensemble vers un autre ensemble. D'accord? Donc ça, c'est ce qui se passe pour les objets. Ça, c'est ce qui se passe pour les morphismes. Et bah, vous pouvez checker que ça forme bien un foncteur. Et ce foncteur, on appelle ça un foncteur d'oubli. C'est pas n'importe quel foncteur, c'est un foncteur d'oubli. Pourquoi c'est un foncteur d'oubli? Bah, vous passez de groupe à ensemble. Dans les groupes, il y a plus de structure que dans les ensembles, puisque dans les groupes, vous avez la structure de l'addition, si vous voulez, quelque part, et qui n'est pas présente quand vous travaillez n'importe quel ensemble. Okay? Donc, et pareil pour les morphismes de groupe. Morphisme de groupe, application tout court entre les ensembles, on perd de la structure. Donc en cela, c'est un foncteur d'oubli. Okay? Et il y en a beaucoup d'autres du même genre. On pourrait en faire plein d'autres d'exemples, comme par exemple, on pourrait travailler les espaces vectoriels vers les groupes. C'est tout à fait possible. Voilà,
On pourrait en débattre. Et donc, un truc qui va nous intéresser beaucoup lors de l'épisode suivant, parce que bon, là, je m'arrête ici pour l'introduction des catégories, parce que, comme j'ai dit, je pourrais vous présenter encore plein d'autres trucs sur les catégories. Je voulais juste vous introduire à ce que sont les catégories, ce que sont les foncteurs, pour que vous compreniez un petit peu de quoi je veux parler quand je parle de catégories, et également quand je parlerai de foncteurs un petit peu, je vais en parler un petit peu lors de l'épisode suivant, parce que pour l'épisode suivant, j'aimerais vous mettre un petit peu plus en avant le lien entre représentation d'un carquois et les modules sur l'algèbre des chemins. D'accord? Donc, pour le prochain épisode, on verra un foncteur des représentations de Q sur un corps K et ou verbe. On va voir plutôt dans l'autre sens. On va plutôt voir des modules sur l'algèbre des chemins vers les représentations de Q sur un corps K. Ok. Sachant que pour l'instant, vous savez ce que sont les représentations, vous savez ce que c'est la catégorie des représentations de carquois. Maintenant, puisque je vous ai expliqué ce que c'est une catégorie, et vous voyez peut-être un peu plus clairement ce que j'entendais là, il faut que je vous parle de ce que sont les modules, d'accord? Et ça va être très rapide, mais il faut que je vous en parle un petit peu. Et on parlera essentiellement du fait, comme je l'ai répété déjà dans d'autres épisodes, que les représentations, en fait, ce sont, pour ainsi dire, les modules en fait, on pourra voir les représentations comme des modules. Et c'est ça. Donc ce que je vais mettre en avant, c'est ce qu'on appelle une équivalence de catégorie. Donc ça veut dire qu'il faudra que je vous introduise quelques petites notions en plus sur les foncteurs. Donc je vous introduirai un tout petit peu à cela. Mais je ne vais pas rentrer encore une fois dans le détail de chez détail. Je veux rester sur la surface pour vous faire comprendre cette idée que les modules, c'est les représentations. Et que à partir de l'épisode 1F, je ne parlerai plus de modules, je ne parlerai que de représentation. Et dans votre tête, représentation égale module. Et donc c'est en cela que dans le titre, j'aurais pu écrire à la place de module, j'aurais pu écrire représentation. Ça n'aurait pas changé grand chose. Bon voilà pour cet épisode de Quoi Recherche. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire sous la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à partager la vidéo. Également s'il y a d'autres camarades qui pourraient être intéressés, etc., etc. Vous connaissez le blabla habituel. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite pour, évidemment, pour le petit exo de colle. Voilà. Salut à tous, bonne semaine.